On a tous en tête ces images de robots conscients, tout droit sortis de la science-fiction. C'est un thème qui nous fascine. Mais soyons honnêtes, dans la réalité, malgré tous les progrès de l'intelligence artificielle, on en est très très loin. Alors la question c'est, qu'est-ce qui manque vraiment à nos machines pour qu'elles puissent penser comme nous? Et oui, c'est la question fondamentale. Parce que la différence, ce n'est pas juste une histoire de puissance de calcul. Non, c'est beaucoup plus subtil. Ça se joue dans la façon dont l'information est traitée. Et si la clé, en fait, c'était de repenser complètement ce qu'on entend par conscience. Bon, dans l'analyse d'aujourd'hui, on va justement plonger au cœur des travaux de chercheurs qui avancent une idée assez révolutionnaire. Et si la conscience n'était pas un grand mystère insaisissable, mais plutôt une série d'opérations bien spécifiques que notre cerveau réalise. Des opérations qu'on pourrait, qui sait, peut-être un jour, reproduire. Alors voilà le programme. D'abord, on va se poser la question de la conscience. Ensuite, on va décortiquer un modèle en 3 niveaux de traitement. On va faire un zoom sur ce qu'on appelle C1, la disponibilité globale, et C2, l'autosurveillance. Après ça, on verra ce que ça implique pour construire une IA consciente, et on terminera avec une question un peu vertigineuse. Est-ce que l'expérience elle-même est calculable? Allez, on y va. La conscience, c'est quoi au juste? Parce que, attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'être simplement allumé ou éteint. La différence, c'est celle entre une ampoule qui s'allume et un cerveau qui s'éveille. C'est quand même beaucoup plus profond. Pour bien comprendre, prenons une analogie toute simple. Imaginez un conducteur et sa voiture. Tous les deux reçoivent la même information, le réservoir est presque vide. Mais la réaction, elle est radicalement différente. L'humain, lui, va rendre cette info disponible à tout son système. Il va se souvenir où est la prochaine station, il va planifier un détour, peut-être même en parler à son passager. L'ordinateur de la voiture, lui, il allume juste un voyant. Point. C'est une fonction isolée. C'est ça, la différence fondamentale, la façon dont l'information est partagée et utilisée. Ok, et c'est là que ça devient super intéressant. Pour comprendre cette différence, des chercheurs comme Stanislas Dehaene nous disent « Stop, faut arrêter de traiter la conscience comme une sorte de boîte noire, magique et indivisible. » Leur idée, c'est de la décomposer en différents types d'opérations, en niveaux de calcul. Et c'est là que ça devient passionnant. Il suggère que le mot « conscience » est en fait un mot-valise, une sorte de fourre-tout qui cache des processus très différents. Et la beauté de la chose, c'est que si on arrive à les isoler, eh bien on peut commencer à les étudier sérieusement, et peut-être même à les reproduire. Alors, leur modèle, il est simple. Il y a 3 niveaux. On a C0 pour le traitement inconscient. Ça, c'est la base. C'est l'immense majorité de ce que fait notre cerveau sans qu'on s'en rende compte. Et puis au-dessus, on a les 2 niveaux qui nous intéressent vraiment. C1, la disponibilité globale, et C2, l'autosurveillance. Pour que ce soit bien clair, C0, c'est tout ce qui est automatique, tout ce qui se passe en arrière-plan, comme reconnaître un visage en une fraction de seconde. C1, eh bien c'est notre fameux voyant d'essence. Une info qui crève le plafond, devient le centre de l'attention et qui va guider toutes nos actions. Et C2, C2, c'est cette petite veau dans notre tête, cette capacité à nous juger nous-mêmes, comme le sentiment de confiance qu'on peut avoir après avoir pris une bonne décision. Allez, on zoome sur le premier niveau de conscience, C1. L'image qui va bien pour ça, c'est celle d'une sorte d'arène ou de scène de théâtre mental. Imaginez, en coulisses, des milliers d'informations se bousculent, mais il n'y a qu'un seul projecteur. Une seule info gagne la compétition, et hop, elle monte sur scène. Et une fois qu'elle est sous le feu des projecteurs, elle devient visible, disponible pour tous les autres acteurs du cerveau, la mémoire, le langage, la planification. C'est ce qui permet de réagir de façon coordonnée et créative. Et d'ailleurs, cette idée, elle ne date pas d'hier, le grand psychologue William James décrivait déjà ça en 1890. Cette prise de possession par l'esprit, c'est vraiment l'essence même de l'attention. On choisit un élément et on le met au centre de tout. Mais le truc vraiment fou, c'est que les neurosciences modernes le confirment. L'accès à la conscience, C1, ce n'est pas progressif. Non, c'est un événement binaire, c'est tout ou rien. C'est un boom, un véritable embrasement de neurones qui se propage dans tout le cerveau. Soit l'info passe le seuil et tout s'allume, soit elle reste dans l'ombre. Ok, on a vu C1, maintenant C2. Et là, on change complètement de perspective. Si C1, c'était regarder le monde extérieur, C2, c'est comme si on retournait la caméra vers l'intérieur, vers notre propre esprit. En gros, c'est la capacité de l'esprit à se regarder lui-même fonctionner. C'est le fait de penser à ce qu'on est en train de penser. Le mot-clé ici, c'est métacognition. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. Ce n'est pas juste le fait de prendre une décision, c'est d'avoir un avis sur cette décision. C'est ce sentiment, cette intuition qui nous dit « est-ce que je suis sûr de moi? Est-ce que j'ai bien fait ?» C'est le doute ou au contraire, la certitude. L'exemple parfait, on l'a tous vécu, c'est ce moment où on donne une réponse et paf, instantanément, avant même que quiconque réagisse, on sait qu'on s'est trompé. On se dit « ah non, c'est pas ça ». C'est notre cerveau qui a son propre correcteur orthographique interne, en quelque sorte.
Et attention, ce n'est pas qu'une simple intuition, hein. C'est un signal électrique bien réel qu'on peut mesurer dans le cerveau. Les scientifiques l'appellent même le signal OOPS. C'est la preuve physique, tangible de cette autosurveillance de niveau C2 en action. Bon, maintenant qu'on a posé tout ça, revenons à nos machines. En quoi est-ce que ce modèle C0, C1, C2 nous éclaire sur ce qui leur manque cruellement aujourd'hui? Reprenons notre voiture. Elle est l'exemple parfait d'un système C0. Chaque capteur, chaque système est dans sa propre bulle, dans son couloir. Le capteur d'essence ne parle pas au GPS pour trouver la station la plus proche. Il n'y a aucune coordination globale, aucune vue d'ensemble. La différence est donc énorme. Les IA d'aujourd'hui, c'est une armée d'experts ultra spécialisés, mais qui sont sourds et muets les uns envers les autres. Une IA avec C1 et C2, ce serait un chef d'orchestre. Elle pourrait faire circuler l'info pour être flexible et s'adapter, ça c'est C1, et surtout, elle saurait ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. Elle connaîtrait ses propres limites. Ça, c'est C2. Et là, si on suit cette logique jusqu'au bout, on arrive à une question qui donne un peu le vertige, une question presque philosophique. Il y a un cas médical fascinant qu'on appelle la vision aveugle. Ce sont des personnes qui, suite à une lésion cérébrale, sont persuadées d'être aveugles. Elles ne voient rien consciemment. Mais, et c'est là que c'est fou, si on leur demande de deviner où se trouve un objet, elles réussissent bien mieux que par pur hasard. En fait, l'information visuelle est bien traitée par leur cerveau, mais elle n'atteint jamais la conscience. Ce qui leur manque, c'est précisément C1 et C2. C'est comme si l'expérience subjective s'était évanouie en même temps que ces calculs. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si ce qu'on appelle notre expérience intime, l'effet que ça fait d'être soi, si tout ça n'était en fin de compte que le produit de ces mécanismes de partage d'informations et d'autosurveillance, alors la frontière entre une machine qui calcule et un être qui ressent est peut-être bien plus mince, bien plus floue que ce qu'on a toujours voulu imaginer.